Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comprendre comment un globule blanc peut se transformer en cellule cancéreuse, c'est la thèse qui permet à Loelia Babin d'être primée par le prix L'Oréal Jeune Talent 2022. Génération Talent, c'est à suivre évidemment dans cette émission. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, avec toi aujourd'hui, on part dans un catwalk immersif puisque les marques envahissent les mondes numériques. Et oui, Nike numérique, Parka, Adidas 3D, de nombreuses initiatives sont portées récemment par les marques de mode pour vêtir nos doubles numériques. C'est aujourd'hui qu'on en parle. Question du jour, très simple, qui sauvera la planète? Alors que la COP27 s'ouvre en Égypte, comment les 15-25 ans peuvent-ils s'emparer du débat sur la justice climatique? Peuvent-ils aussi nous aider à écrire un nouveau récit au futur proche? Pour en parler ici en plateau aujourd'hui avec nous, Nathanaël Van der Horst, docteur en sciences de l'éducation, sciences de l'environnement et sciences politiques. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage absolument formidable. Qui sauvera la planète? Les technocrates, les autocrates ou les démocrates, avec 3 points de suspension. On découvre la suite avec vous dans un instant. Bonjour. Et Alban Godard, directrice générale de la fondation Good Planet, vous lancez en cette rentrée plusieurs initiatives, 3 très exactement, pour justement aider ces 15-25 ans à reprendre la main sur le climat. Exactement, bonjour à tous. Mais d'abord, focus. Et c'est le prix L'Oréal Jeune Talent 2022 qui dévoile justement son dernier cru. 35 chercheuses et femmes de science, parmi lesquelles Loelia Babin, la doctorante toulousaine, est saluée pour ses recherches sur le lymphome anaplasique à grandes cellules. C'est un cancer rare qui touche les enfants. Son portrait tout de suite avec Xavier Terrade. 35, c'est le nombre de chercheuses qui ont reçu le prix L'Oréal Jeune Talent 2022. Parmi elles, Loelia Babin, pour son projet ARN circulaire de fusion spécifique de translocation, NPM-ALK, comme biomarqueur prédictif de la résistance au traitement des lymphomes T. En clair, elle cherche à mieux comprendre le cancer rare du lymphome anaplasique à grandes cellules. Donc oui, je fais de la recherche en cancérologie et en particulier, je m'intéresse à un cancer des globules blancs qui est principalement pédiatrique. Cependant, le problème, c'est qu'en cas de rechute, le pronostic est très mauvais. Et donc le but de mon projet, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi certains patients vont répondre au traitement et d'autres ne vont pas répondre au traitement, et d'essayer de trouver des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs, ça va être des molécules qu'on peut être capable de détecter chez les patients, notamment dans le sang des patients, pour pouvoir prédire éventuellement s'ils vont répondre ou non au traitement. Avant ce projet ambitieux sur le rôle des ARN circulaires dans les résistances au traitement, la chercheuse du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, Loelia Babin, s'était déjà intéressée à l'apparition de ce cancer et avait développé un modèle cellulaire qui recréait ce lymphome à partir de globules blancs normaux. J'ai commencé mes études en master sur la cancérologie en général, pas spécialement pédiatrique, et c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéressait énormément. Des cours que j'avais pu avoir en licence, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est un sujet extrêmement d'actualité, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Dans tous les cas, on est tous touchés potentiellement par les cancers. Et donc après, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un lymphome qui était pédiatrique quand j'ai commencé donc, ma thèse dans le laboratoire d'Erika Brunet, donc ce fameux lymphome anaplasique à grandes cellules. Particulièrement touchée par ce cancer des enfants, Loelia Babin met aussi à profit son savoir-faire pour lutter contre d'autres cancers. Si après son post-doctorat, elle ne trouve pas de poste de recherche dans le public, la jeune femme n'exclut pas de se tourner vers le privé au sein d'entreprises pharmaceutiques pour développer des thérapies. Et voilà pour ce palmarès de la Fondation L'Oréal 2022 pour ces jeunes scientifiques, toutes aussi formidables les unes que les autres. Mais tout de suite, qui sauvera la planète? Vous le savez, c'est notre grande question du jour. On ouvre le talk, première partie. Et pour tenter d'apporter une réponse à cette question, Alban Godard, la directrice générale de la fondation Good Planet, et Nathanaël Van der Horst, auteur de Qui sauvera la planète aux éditions Actes Sud, sont avec nous sur ce plateau. D'abord, j'ai envie de vous demander en premier teasing, est-ce qu'on a une idée à peu près de qui pourra sauver cette planète, Alban? Moi, je dirais tout le monde, parce que si on s'y met pas tous, je pense que ça va être compliqué. Donc, pour moi, ça sera tout le monde ou personne.
En teasing là aussi. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est d'abord et avant tout un nous, un nous collectif et un nous qui soit aussi symbiotique avec le vivant, qui soit pas uniquement, qui pense pas uniquement l'aventure humaine distincte et dissociée de l'ensemble de l'aventure du vivant. Voilà, donc nous. Donc un nous collectif, un nous pluriel. Et ça tombe bien, Nathanaël, parce que vous êtes l'invité parfait de l'école du futur, si j'ose dire. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, en sciences du climat, en sciences politiques également, maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest. Et vos travaux sont vraiment formulés sur les incidences éducatives et politiques de l'entrée dans l'Anthropocène. D'abord, docteur Wallenhorst, l'Anthropocène, c'est quoi exactement? Alors l'Anthropocène, c'est un mot scientifique qui signifie que le système Terre est entré dans une nouvelle étape de son fonctionnement. Et ça signifie que nous avons modifié de façon durable les conditions d'habitabilité de la Terre, d'habitabilité pour l'ensemble de l'aventure humaine et d'habitabilité pour le vivant. Et alors, il y a une chose pour moi qui est vraiment déterminante autour de l'Anthropocène, c'est comprendre qu'on est dans une logique qui est caractérisée par de la non-linéarité. Et globalement, on est plutôt été habitué à des causalités linéaires. Une chose en génère une autre, qui va en générer une autre. Aujourd'hui, c'est le prolongement d'hier, et demain sera le prolongement d'aujourd'hui. Et en fait, l'Anthropocène nous signifie que demain n'est pas le prolongement d'aujourd'hui, et il y a des ruptures qui sont en train d'advenir dans le système climatique, dans l'ensemble de la biosphère, et qui sont absolument nécessaires au niveau des sociétés humaines pour que la vie humaine en société demeure possible. Une question évidemment qui anime les initiatives, les associations et les fondations comme la vôtre, Alban. Oui, exactement. C'est quelque chose qui est fondamental. Déjà, comprendre, donner les clés d'éléments de contexte pour comprendre justement cette nouvelle phase dans laquelle on rentre, comprendre la non-linéarité. Je suis tout à fait d'accord avec Nathanaël. C'est quelque chose qui est très complexe à comprendre. Le fait qu'on ne soit pas dans une linéarité, qu'un jour ne ressemble pas à l'autre. On le voit bien avec les grandes crises qu'on a pu, par exemple, subir cet été ou aujourd'hui, cet hiver-là, ce début d'automne et ce début d'hiver qui est quand même très particulier. On voit bien qu'en fait, c'est en dehors de notre scope mental et qu'on a du mal à appréhender ce qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on accompagne le citoyen, quel que soit son milieu social, quel que soit son âge, à comprendre ce qui se passe? Parce que c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe si on veut pouvoir agir, changer nos comportements, changer notre modèle de société. Oui, justement, cette ère des ruptures, cette ère des multicrises, des pandémies, des crises climatiques, des crises sociales, on est entré de plein pied dedans. Jusque-là, ce n'est pas un scoop. Par contre, évidemment, c'est étayé par les rapports du GIEC, notamment le 6e a été publié au printemps dernier. Il nous rappelle que, évidemment, il faut absolument changer nos modes de vie. On a une deadline de 3 ans pour réussir à pouvoir le faire. Le rapport de l'ONU qui vient d'être publié le 27 octobre dernier nous donne un scénario à plus 2,6, voire plus 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. C'est très au-dessus de ce qu'on avait conclu pour l'objectif de l'accord de Paris. On s'était entendu à ce que justement la planète ne puisse justement rester en dessous des 2 degrés sur son élévation. Bref, on ne va forcément pas réussir à pouvoir inverser la courbe, à moins justement qu'on s'y mette toutes et tous. Et c'est vraiment ce qui vous anime tous les deux, Alban et Nathanaël, c'est le fait de se dire que pour pouvoir reprendre la main sur ce récit, pour pouvoir reprendre la main sur cette narrative, il faut réellement qu'on arrive à pouvoir produire des solutions ensemble. Parce que pour vous, c'est un défi non seulement climatique, mais aussi démocratique, Nathanaël. Oui, tout à fait. Alors, ces dernières années, j'avais travaillé surtout sur essayer de distinguer ce qui est de ce qui n'est pas. C'est-à-dire distinguer le vrai du fake. Voilà, sur les questions biogéophysiques. C'est-à-dire on entend beaucoup de choses et on entend tout et n'importe quoi sur le dérèglement bioclimatique contemporain. Et puis après, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était pas suffisant en fait de distinguer uniquement au niveau biogéophysique ce qui se passe. Il nous revient aussi d'apprendre à juger tout ce qu'on raconte et à juger la politique. Alors évidemment, dès qu'on dit juger la politique, on dit non, ça c'est une affaire de vision du monde. On a le droit de voir le monde comme on le souhaite. Mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que compte tenu de la gravité des enjeux qui sont là devant nous et la façon dont les visions du monde qu'on peut avoir, si elles se déploient, certaines consolident, affermissent l'avenir et le rendent possible et hospitalier, et puis d'autres, au contraire, l'entravent de façon vraiment
de façon meurtrière, hein, pour que les choses soient simples et clairement dites. Et donc là, il nous revient aussi, comme éducateur, comme enseignant, comme pédagogue, eh bien d'apprendre à avoir des critères de jugement pour consolider justement, parce que derrière de fait ce qui est en jeu, c'est la question de la démocratie, consolider notre démocratie dans un système terre qui demeure viable et habitable, et puis au contraire dire non et dire stop à l'ensemble des récits qui sont particulièrement problématiques pour la vie humaine. Mais concrètement, ça veut dire que ça passe aussi par une des solutions que vous notiez tout à l'heure, Alban, c'est le fait déjà d'avoir accès à cette information. Comment est-ce qu'on peut aller rechercher de l'information vérifiable sur ces changements du climat? Comment est-ce qu'on peut aussi, l'utiliser, oui, en tout cas l'extraire pour pouvoir en faire un récit sur un futur souhaitable? Alors nous, c'est un peu une des missions principales qu'on s'est fixée à la Fondation Good Planet. Alors quelques mots peut-être sur la Fondation. La Fondation, c'est un organisme reconnu d'utilité publique depuis 2009 et dont la mission, c'est d'agir pour la Terre et ses habitants et de donner l'envie d'agir. Donc comment est-ce qu'on fait ça? La première façon de le faire, c'est de sensibiliser. Donc ça répond à votre question. Et puis la deuxième, c'est d'agir, évidemment. Donc sensibiliser, comment est-ce que nous, on le fait? Comment est-ce qu'on pense qu'il faudrait le faire? La première, on a un peu un triptyque et le premier élément de ce triptyque, c'est comprendre. On en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on donne les clés de compréhension de ce qu'il se passe, des grandes masses, de comment est-ce qu'on peut faire différemment, etc., etc. Nous, cet enjeu autour de la compréhension, on essaye de le faire de manière ludique, de manière plutôt positive, parce qu'on pense que c'est ça qui amène vers l'action, qui est notre grande mission. La deuxième brique de ce triptyque, pour nous, c'est l'imagination. C'est comment est-ce qu'on accompagne aussi la construction de nouveaux récits, la construction de nouveaux imaginaires, parce que si on veut agir, en fait, comprendre, c'est pas suffisant. On le voit bien, ça fait des années que les rapports du GIEC sont évidemment vos livres de chevet. Ça suffit pas, en fait, pour amener un grand mouvement. On est face à cette réalité-là. Et nous, on pense que pour amener un mouvement, il faut aussi être en capacité de se projeter dans d'autres imaginaires, se projeter dans un autre paradigme qui soit un minimum positif, un minimum désirable pour qu'on ait envie d'y aller. Donc, on travaille aussi beaucoup sur ces imaginaires. Ça veut dire quoi, travailler sur ces imaginaires? Ça veut dire travailler avec des artistes, ça veut dire donner la parole à des gens qui font différemment pour qu'ils puissent expliquer leur expérience. Et donc ça, c'est toutes des choses qu'on va faire à la Fondation Good Planet, à la fois par des ateliers qu'on propose, par des conférences, par des choses un peu particulières. Si je vous donne un exemple, le week-end du 12 et du 13 novembre, on va faire ce qu'on appelle le sommet Good Planet, où on va donner à chacun la possibilité d'être un acteur de la COP, comme s'il était à la COP. C'est une COP bis, finalement. Exactement. Et se mettre dans la peau, d'un négociateur de la COP ou d'un militant qui vient donner son point de vue. Et on va donner, donc ça permet de se projeter dans autre chose, de se mettre dans une autre expérience et puis d'appréhender quels sont les enjeux. Et tout ça, évidemment, avec des cours sur comment est-ce qu'on fait du plaidoyer, comment est-ce qu'on travaille avec des négociateurs de la COP, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est en négociation, donner les clés de compréhension, et puis imaginer autre chose. Donc, c'est ça notre façon de faire. Et puis, tout ça, ça amène à quoi? Ça amène à donner l'envie d'agir. Donner l'envie d'agir, ça veut dire changer ses pratiques d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif, et puis donner aussi envie d'aller peut-être voir son député pour lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais. Mais ce qui est important, et ce que vous venez de rappeler, d'abord, c'est qu'il y a une pluralité d'initiatives qui permettent de redonner l'envie, d'avoir envie de changer les choses. Good Planet et ses initiatives en font partie. On peut aussi citer Magali Payen avec Imagine 2050 et le collectif qu'elle a su driver autour d'elle. On peut aussi penser à Ticket for Change qu'on recevait il y a quelques jours ici sur ce plateau, et leur match du siècle, ces ateliers pour pouvoir là aussi imaginer d'autres futurs désirables, peut-être souhaitables pour 2050, mais en tout cas se réapproprier cette éco-anxiété, essayer de dédramatiser la question sans éluder les réalités. Le mot important que vous avez prononcé également, Alban, c'est celui de négociation. On l'oublie trop souvent, la COP27, les COP tout court, ce sont des endroits où on va négocier pied à pied, ce sont des négociations diplomatiques, politiques, et c'est là, Nathanaël, où justement toute cette envie de reprendre la main sur le récit prend son sens. Le climat, c'est de la politique.
Moi, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, Alban. Ce que j'entends, c'est l'importance de penser, d'apprendre à penser, à comprendre, mais l'importance aussi de rêver. Et parfois, en fait, au nom des savoirs, on en oublie finalement qu'on est des êtres humains qui avons besoin de rêver, qui avons besoin d'espérance, qui avons besoin de porter notre regard au loin et d'une espérance qui soit mobilisatrice. Et puis la troisième chose, c'est agir, lutter, être dans le concret, être dans la négociation, etc. Voilà. Et ce triptyque-là... penser, rêver, lutter d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je me le formule. Pour moi, de fait, c'est le triptyque gagnant. En tout cas, il est absolument fondamental, quoi. Ça veut dire que ce sont les 3 premiers ingrédients qu'il faut garder pour écrire ce récit. Parce que c'est ce que vous décrivez, notamment dans Qui sauvera la planète, encore une fois, technocrate, autocrate ou démocrate, 3 points de suspension. On comprend dès le titre que ce n'est pas forcément la bonne réponse. Il y a ce descriptif de ces récits qui parfois ont été concurrents les uns des autres, qui parfois ont essayé, avec beaucoup de bienveillance au départ, de nous amener à penser que ces questions de justice climatique, ces questions de changement purement et simplement de climat, n'étaient peut-être pas forcément toujours pour les mêmes raisons. Vous décrivez un récit mensonger. Tiens, par exemple, on reconnaît un petit peu Donald Trump derrière, le récit mensonger où on n'est pas sûr que le changement climatique soit vraiment d'origine humaine, le récit chinois, la fin justifierait les moyens. Le récit californien, je me sens un petit peu concernée là-dessus. Faire miroiter un solutionnisme technologique et technoscientifique aux problématiques du climat. Un récit bisounours, mais pas que, je l'aime beaucoup. Faire reposer un changement global sur la conversion à l'écologie de chaque citoyen. Et vous dites non, il y a un récit alternatif qui peut prendre le dessus. Oui, tout à fait. Il y a aussi un récit qui est tout particulièrement problématique, qui est le grand récit tenu par les gouvernements, qui est un récit pervers. Il y a une disjonction entre ce qui est dit et ce qui est fait, et avec un jeu en fait, avec les données scientifiques, un jeu avec ce qui est tenu, ce qui est dit, et qui est vraiment un récit particulièrement destructeur, parce que c'est le récit de l'enfumage, voilà, globalement, et où on peine à avoir les outils pour se désenfumer, voilà, d'un grand enfumage. Et de fait, il y a un récit alternatif. Il y a un récit alternatif qui fédère bon nombre d'acteurs. De fait, la Fondation Good Planet pour faire partie. Tout particulièrement, oui, bien sûr. Et puis des académiques, etc. Et ce récit-là, il propose une politisation des questions environnementales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il revient de positionner dans l'arsenal législatif et dans l'arsenal constitutionnel aussi la dimension impérative qui est de préserver les conditions d'habitabilité de la Terre. Et ce récit ne propose pas d'être plus ou moins sobre, mais à un moment donné positionne la limite au cœur du fonctionnement démocratique. Et l'enjeu est de taille. Moi, je l'entends chez des étudiants, par exemple, des étudiants de première année en sciences de l'éducation dont je suis responsable. Et régulièrement, à un moment donné, quand on travaille les questions environnementales, j'ai deux grandes questions. Mais monsieur, est-ce qu'il ne faudrait pas une insurrection? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout faire péter? Voilà, révolution, voilà, la violence comme moyen légitime de l'action, et on y va. Et puis c'est une question absolument fondamentale en sciences politiques. Quelque chose qui est latent, qui est là, qui est... Et puis une deuxième grande question, c'est mais monsieur, on n'aurait pas besoin d'une petite dictature verte à la chinoise, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné abdiquer de nos libertés individuelles au profit de quelques-uns supposément éclairés qui prendraient en charge le devenir de la vie humaine? Et ce qui est intéressant, c'est que justement cette envie de changement radical, vous l'avez tout à fait noté à la Fondation Good Planet. Alors parfois avec peut-être des adolescents un tout petit peu plus jeunes que les étudiants de Nathanaël, quoique vous avez envie de redonner justement la parole aux 15-25 ans, parce que vous dites oui, ces 15-25 ans, ils sont fondamentalement engagés, ils ont fondamentalement envie d'être à l'origine de ces transformations de société et de ces changements radicaux, mais d'une part, ils n'ont pas forcément les clés pour être les acteurs de cette mutation. Et puis, comme le rappelait l'INGEP en 2021, un jeune sur deux a l'impression que sa voix ne pèse pas dans le débat public. Alors, il y a un outil qui est très pragmatique à la Fondation Good Planet qui est lancé en cette rentrée. Ça s'appelle Résonance. C'est un concours qui va justement inviter les établissements scolaires à pouvoir redessiner, réimaginer, réenchanter, soyons fous, justement ce monde de 2030.
Exactement. On est parti de plusieurs baromètres qui sont sortis l'année dernière et qui, moi, je trouve, ont sorti des chiffres qui sont à la fois alarmants et extrêmement intéressants. En tout cas, nous, qui nous ont beaucoup intrigués. Le premier, c'est en effet le fait qu'il y a un jeune sur deux, donc un jeune, c'est un 15-25 ans, qui estime que sa voix n'est pas entendue dans le débat public et qu'elle ne porte pas. Donc ça, c'est quand même une question qui est fondamentale. Le deuxième chiffre qui nous a beaucoup intrigués, c'est qu'il y a 40% des 15-25 ans qui sont angoissés par l'avenir, qui ont peur de ce qui arrive. Toujours cette question de l'éco-anxiété. Mais c'est même plus global, c'est pas forcément lié que à l'écologie. Mais en tout cas, se dire que quand on a 15-25 ans, il y a potentiellement entre un quart et un tiers de ces 15-25 ans qui a peur de l'avenir, quand on a cet âge-là, c'est quand même dommage. Et le troisième point qui nous a intrigués, c'est que l'environnement, l'écologie est la première cause pour laquelle ces jeunes souhaitent s'engager et s'engagent dans des associations. Donc on voit qu'il y a aussi un élément de cohérence dans tout ça. Nous, on a pris ces trois chiffres-là et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut répondre, toujours la même logique, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut aider à agir. Et on a lancé un grand programme qui s'appelle CAP 2030, dont un des piliers, en effet, c'est ce concours Résonance. Alors, qu'est-ce que c'est le concours Résonance ? C'est un outil pour permettre aux 15-25 ans de s'exprimer. D'où qu'ils viennent, pour s'exprimer de manière plutôt artistique dans un sens large, que ce soit par l'écrit, par la vidéo, par le chant, par le dessin, par la photographie. N'importe qui, entre 15 et 25 ans, peut nous proposer une prise de parole, une proposition de comment est-ce qu'il voit l'avenir, comment est-ce qu'il voit ces sujets-là, quelles solutions il peut proposer, quel point de vue il peut proposer. Et notre objectif, c'est de pouvoir partir de cette matière et de donner un écho à cette parole par cette matière. C'est aussi permettre à ces jeunes, donc c'est pas juste un concours d'expression, c'est aussi tout un parcours de compréhension à la fois des enjeux, mais aussi de comment est-ce que je peux prendre la parole, qu'est-ce que ça veut dire une expression artistique et comment je suis accompagnée dans cette prise de parole. Donc c'est ça, Résonance, c'est tout un programme d'accompagnement à la prise de parole et la possibilité de donner un écho à ce qu'on pense et comment est-ce que on voit l'évolution du monde et l'imaginaire, on va dire, à 2030. Et tous les établissements scolaires peuvent candidater. Le concours, il va être déployé évidemment cette année, mais aussi 2023 et 2024. Alors globalement, CAP 2030, ce programme dans lequel Résonance s'inclut, oui, c'est un programme qui va durer 3 ans et qui a pour ambition de toucher 200 000 bénéficiaires directs et indirects dans cette tranche de la population 15-25 ans. L'intégralité, donc c'est le concours Résonance est ouvert, c'est un concours individuel pour les jeunes. Moi, je peux que encourager tous les établissements, les éducateurs à proposer à leurs jeunes de participer à ce concours. On a une plateforme qui permet très rapidement d'accéder à la fois au programme d'accompagnement et au concours. On a 2 autres piliers dans ce programme. Et on va y revenir dans un instant à ces 2 autres piliers parce que justement, ça va nous permettre aussi de voir comment est-ce que l'école, comment est-ce que les universités peuvent être le lieu de ce changement radical. On souligne juste d'un mot l'incroyable participation de l'illustratrice Capucine Joly qui a dessiné notamment la plateforme de résonance de ce concours et qui a fait un travail absolument magnifique pour là aussi se donner une idée de l'illustration de cet imaginaire et de ce futur. On fait un tour du côté de la planète tech tout de suite et puis on revient à la discussion avec nos invités. Et c'est le zap, évidemment, d'Edouard Degnaud.
all up. Mine is going. And then, all right, where am I going? Okay. Land it in this square. I'm not sure how to get it down to the floor. They can press the button and angle down. Gotta make sure you're to the B, it's M 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 to the B, bang. Et vous aimez Dwayne Johnson, ça tombe bien. Par contre, si vous aimez aussi la façon dont on va pouvoir changer ce monde et les solutions qui vont avec, vous êtes très très bien sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours en compagnie d'Alban Godard, directrice générale de la Fondation Good Planet, et de Nathanaël Wallenhurst, auteur de cet ouvrage formidable qui sauvera la planète. Je vous promets, vous allez presque avoir une réponse à la fin. La réponse, c'est vous bien sûr, et c'est chez Actes Sud en ce moment, dans toutes les bonnes librairies et plateformes, justement, là aussi de librairie. Nous, on a une idée derrière la tech à voir tout de suite avec Jeanne Dreyfus. C'est parti. Et aujourd'hui, la mode, oh là là, j'ai presque l'impression d'être sur Paris Première. En tout cas, oui, mais à l'ère du digital. Eh bien, tout à fait. Car une enquête est menée par le Boston Consulting Group en collaboration avec Vogue est sortie le mois dernier. On y découvrait qu'en Asie, les utilisateurs du numérique ont répondu à 45% considéraient leur apparence digitale aussi importante que leur apparence physique. J'ai bien dit 45%. Donc là, vent de panique. Là, je me suis dit, mais attends, mais il en est où mon dressing digital à moi? Mais comment je fais, moi, pour être sapée comme jamais dans le méta? Alors, heureusement, j'ai trouvé la boutique Face Me. Allez, shopping. On est parti. Alors, ok, attends, on regarde. Ouais, là, niveau chaussures, bon, on est pas mal. Hein, elles sont jolies avec leurs petites breloques qui tournent. Bon, mais il a beau faire 30 degrés fin octobre, il faut bien que je me mette quelque chose en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Mais enfin, j'ai aucune envie qu'on insulte les gens avec mon t-shirt. Ah, là, on est bien. Un petit chat qui écoute de la musique en regardant des tacos. Ça me plaît. Bon, vous l'aurez compris, l'ère de la mode du digital, l'ère de la mode en réalité augmentée ou en réalité virtuelle est arrivée. Eh ben absolument, elle est arrivée, elle est là, elle s'installe. Mais est-ce qu'on peut quand même se dire que c'est peut-être encore une tendance un petit peu minimale, une tendance de niche, ou est-ce qu'on est à l'aube d'une véritable réalité culturelle et économique? Écoute, Marjorie, je pose ça là. Tu poses cette petite question, juste un petit retour en arrière. Tu te souviens du moment pendant le confinement où on était vraiment dans la capacité d'être au premier rang des défilés de mode? C'était franchement hyper dur. Moi, c'était un cauchemar. Bref, heureusement que les marques de mode se sont défoulées dans le numérique. On se souviendra d'une chose, par exemple, d'un défilé qui était chez Moschino, qui avait remplacé en fait les mannequins par des marionnettes. Alors, je ne sais pas si tout le monde aurait vu la différence entre les mannequins et les marionnettes, voilà, fictionnelles. Mais bref, musique, allez, on s'immerge. On était dans un intérieur feutré. Oh, mais c'est qui? Ce serait pas Anna Wintour? Une photo pour la caméra, Anna, bref. On y retourne, au défilé, moquette blanche, mais moulurée, comme à l'âge d'or de la mode des années 50. Bref, après le confinement, les marques se sont bien rendues compte de l'importance du numérique et elles se sont mises à investir dans l'univers du virtuel. En 2021, chez Nike, eh bien, on rachète la plateforme digitale RTFKT avant de créer son propre univers méta Nike Land. Quant à cette image, je montre ici Genesis. Saurez-vous reconnaître ce que c'est? Eh bien, non, ce n'est pas du réel, c'est un NFT, bien sûr. C'est la société Unexd qui, sentant le vent du NFT venir, a contacté la marque Dolce & Gabbana. Et de là est née la collection Genesis, dont on voit la robe là. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'est un coup de pub ou est-ce que vraiment on est dans de l'artisanat numérique et de la haute couture de pixels? Et en effet, on ne peut pas dire autre chose avec cette robe qui, cousue de perles dorées, incrustée d'images brodées de gobelets colorés soufflés à la main. Bref, on tend à cette excellence numérique et cette excellence de la haute couture mise ensemble. Prix d'achat de la collection, composé d'une dizaine d'articles, 1885 Ethereum. Bref, ça fait quoi en dollars? À l'époque, ça faisait plus de 6 millions. Aujourd'hui, avec le cours, ça fait 2,9 millions. Bon, c'est pas grand-chose, non? Oui, c'est une broutille en dehors de ces NFT, hors de prix quand même, on va raison garder. Est-ce qu'il y a un futur plus démocratique pour la mode en ligne? Alors, démocratique, je ne sais pas, mais en tout cas, une économie rondelette, ça c'est certain. Selon toujours l'enquête du BCG, eh bien, il s'agirait d'un véritable raz-de-marée. On parle d'ici 2030 d'un chiffre d'affaires du numérique et de la mode qui devrait atteindre 25 milliards de
$. Au sein de cette économie, je citerai le secteur particulièrement porteur des jeux vidéo, qui à lui seul pourrait porter d'ici 2030 une économie de $6 milliards. Principalement un moyen de faire de la pub auprès de jeunes qui seront des futurs potentiels acheteurs de demain. Et c'est ainsi que Balenciaga a investi le jeu The Age of Tomorrow pour montrer son défilé de sa collection printemps-été 2021. Bien, bref, on y voit, au-delà des bus qui volent dans l'air, on y voit des costumes oversize, on y voit des t-shirts greffés, des vestes en fourrure, et on parle de saut quantique pour la mode. Et la course est lancée, les plus grands de la mode rivalisent d'inventivité pour proposer des skins griffés. Donc les skins, ce sont les habits à travers lesquels on joue aux jeux vidéo, Burberry, Gucci, j'en passe, et des meilleurs. Bref, je vous promets qu'en plus, c'est que le début. Et là, on se demande, mais quand est-ce qu'on s'arrêtera de monétiser tous les moments de notre existence? Et bien là, malheureusement, ma réponse, je pense que ce sera dans l'au-delà. Et je donnerai le dernier mot à Boris Vian, que je vais malheureusement interpréter parce qu'on n'a pas les droits, qui nous disait à la fin de sa chanson « Je suis snob ». Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Wow. Voilà. Mais absolument. Merci, Jeanne, encore une fois, pour ce voyage incroyable entre art, mode, numérique. Il y a quand même une question qu'on a envie de te poser, de se poser ici sur ce plateau avec Nathanaël et Alban. La mode est souvent accusée d'être une des premières industries polluantes sur cette planète. La transposer dans le numérique à l'ère où on se pose beaucoup de questions, là aussi environnementales et éco-responsables, sur les métavers et sur le Web 3 et les univers immersifs vers lesquels on va aller au fur et à mesure des évolutions du numérique. C'est aussi un acte politique, se dire qu'on n'a pas forcément envie d'entrer de plein pied dans ce métavers monétisé pour l'industrie de la mode. Comment est-ce que la mode peut aussi peut-être reprendre le récit, reprendre le cours de ce récit-là et montrer qu'elle peut être médisante en la matière? Ça fait beaucoup de questions en une question. Je vous conseille. Ouais. En tout cas, ce que j'ai en tête en vous entendant, et ce qui me marque aussi chez les étudiants que je côtoie, c'est combien des savoirs s'accumulent dans les rapports du GIEC, dans des articles scientifiques, etc. Et ils s'accumulent depuis le 19e siècle. Ils arrivent petit à petit dans les programmes scolaires, et puis de fait, ça s'intensifie un petit peu ces dernières années, mais ça reste encore très, très, très fragile. Et on a l'impression de savoir parce que des savoirs sont accumulés dans nos bibliothèques. Or, moi, ce que je constate, c'est l'ampleur de l'ignorance, de notre ignorance collective concernant une capacité de lecture et de compréhension du fonctionnement du système Terre, des articulations entre le climat, la biosphère, les sociétés humaines, de cette intégration justement de ce dont on parlait, c'est-à-dire de cette logique de rupture à laquelle on est confronté, qu'on le veuille, qu'on le désire politiquement ou qu'on ne le désire pas. Les lois de la physique, de fait, vont s'imposer à nous. Et puis, un autre endroit aussi d'ignorance, c'est pour comprendre le fonctionnement même de la matière du système Terre, de la matière qui nous constitue et qui nous environne, de laquelle on se nourrit, etc. On doit aussi avoir une lecture sociopolitique, c'est-à-dire une compréhension à un moment donné des méfaits du néolibéralisme, du capitalisme rentier et spéculatif, de la maximisation des intérêts individuels, et puis évidemment de toute l'industrie du loisir, du plaisir, etc., qui nous détourne en fait de certains enjeux proprement vitaux concernant l'avenir et son avènement. Et donc la mode en fait partie. Et donc la mode, bien sûr, directement, oui, en premier lieu. Et donc, pour moi, c'est comme la pièce manquante du puzzle en ce moment, c'est des savoirs qui sont là mais qui nous échappent. Voilà. Et à partir du moment, je sais qu'en tout cas, moi, pour ma part, j'ai découvert, on a parlé juste de la terminologie anthropocène. Je suis allé sur Wikipédia, j'ai découvert un mot, j'ai lu quelques articles scientifiques et puis j'arrivais pas bien à comprendre. Donc j'ai décidé de lire uniquement des articles scientifiques. J'en ai lu quelques dizaines, puis quelques centaines. Puis j'ai eu une année de lecture particulièrement forte, j'en ai lu 1 millier. Cette année de lecture, ça a eu sur moi un effet mais de déflagration. Ça m'a tué. C'est aussi simple que ça. C'est à un moment donné des savoirs dont j'ignorais l'existence. Petit à petit, je les faisais miens et ça en devenait une expérience charnelle. À partir de là, ça change tout en fait. Moi, alors ça change tout. Il n'y a rien de plus terrible et plombant dans l'existence que ça, de fait. Mais ça m'a tué, mais j'en suis pas mort. Et petit à petit, la prise avec le concret, le quotidien. À un moment donné, on a évoqué l'éco-anxiété. Bah oui, de fait, c'est plombant et c'est anxiogène. Mais en même temps, il y a un remède. Le remède, déjà, c'est tout à fait normal d'être inquiet concernant la façon dont l'avenir est compromis. Mais le remède, de fait, c'est l'action
l'action, c'est l'action avec d'autres, c'est l'action collective, c'est l'engagement, c'est de reprendre la main, d'avoir les mains à un moment donné dans le concret, quoi. Et dans le cambouis, concrètement, justement, de ces changements radicaux. Quand même, juste une réponse avec vous, Alban, sur l'impact, justement, de l'industrie de la mode, de la fashion. Comment est-ce qu'elle peut peut-être aussi faire partie, à un moment donné, d'une solution? Et après, on reviendra à la deuxième partie du talk. Bien sûr, moi je pense qu'on parlait justement de récit et je trouve que cet exemple là sur les jeux vidéo, je le trouve exceptionnel. En fait, je pense que ça ramène à la notion de responsabilité. Je suis d'accord, il y a les clés de compréhension, etc., qu'on doit tous avoir. Je pense que là, la société, elle arrive à un niveau de compréhension qui commence à être intéressant. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on intègre dans nos pratiques, tout à chacun avec ses moyens d'action, ce qu'on a compris des défis. Là, je trouve qu'on a un exemple fantastique. C'est-à-dire que les jeux vidéo, c'est des espaces où les films, où les séries sont des espaces de récit et de compréhension du monde et de rêves. C'est des boîtes à rêves, en fait, comme la publicité, qui sont exceptionnelles. Là, en fait, on a parlé de la mode, mais on a surtout parlé de marketing, de placement de produits. Comment est-ce qu'en fait, une grande entreprise prend ses responsabilités par rapport à la réflexion écologique et se dit en fait je vais quand même faire du placement de produits, mais en fait je vais rendre une évolution de mon secteur cool. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je suis dans le jeu vidéo, je dois choisir ma garde-robe. Ok, ça on va pas le faire évoluer, en fait, je veux dire, c'est la tendance c'est un nouvel outil, le jeu vidéo, qui explose et qui est une autre façon de créer du récit. Je suis une structure de mode, je vais faire mon placement de produit là parce que c'est là où j'ai mes futurs acheteurs. Voilà. Moi j'aimerais bien que ça évolue, ça, mais c'est pas pour demain. Mais si je veux être une structure responsable, je peux très bien dire, en fait, dans ce jeu vidéo, je vais rendre cool le fait d'aller acheter de la seconde main. On fait que de la seconde main et je me positionne sur la seconde main. Mais c'est bête. Mais là, en fait, dans le récit, vous êtes plus dans l'achat compulsif du neuf, vous êtes dans l'achat peut-être un petit peu moins compulsif, et c'est ça que vous voyez avec les acteurs, les concepteurs du jeu vidéo, et vous êtes dans l'achat de la seconde main. Vous mettez en œuvre, et de manière cool, vraiment désirable, une pratique qui est une pratique intéressante pour l'environnement. C'est pour ça que je parle de responsabilité, en fait. Et puis il y a aussi peut-être une idée de compensation, c'est-à-dire qu'un acte dans sa vie numérique qui va potentiellement générer de la pollution numérique, là aussi, et digitale, peut être compensé dans la vie réelle par Alors, je pense que c'est plutôt, moi là où je vois l'intérêt de ce que j'appelle les boîtes à rêves, les jeux vidéo, les films, etc., c'est plutôt comment est-ce que par les décors, par justement les comportements qui sont positionnés dans cet univers, on accompagne les changements de comportement individuels et collectifs. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, et dans la manière dont vous décrivez les univers, dont on décrit les décors, il y a tellement de choses à faire dans la publicité, dans les films, dans les jeux vidéo. En faisant évoluer ces décors et en faisant évoluer ces pratiques, je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans une voiture, dans un jeu vidéo, dans une publicité, dans un film. Au lieu d'être tout seul et dans une ville qui est vide où il n'y a pas de feu de circulation, vous êtes 4 dans la voiture, dans une ville où il y a plein de gens partout et où il y a des feux de circulation. C'est ça la réalité, en fait. Et arrêtons de créer des univers qui sont en fait complètement irréalistes et surtout assez négatifs d'un point de vue de ce qu'il faudrait faire dans une société prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Je pense qu'en fait, c'est des formidables outils, mais il faut qu'ils soient à la hauteur des enjeux et qu'ils prennent leurs responsabilités. Justement, prendre ses responsabilités par rapport au climat. On continue à en parler dans la deuxième partie de cette émission. C'est le talk, partie 2, tout de suite. Et justement, Alban, on terminait avec vous sur cette question après la chronique de Jeanne, l'idée de se dire comment est-ce que chacun d'entre nous, même les secteurs, les industries qui aujourd'hui sont peut-être accusées d'être plus polluantes que d'autres, peuvent justement participer à cette construction de nouveaux récits. Cette mobilisation éco-citoyenne qui se fait avec toutes et tous, des citoyens, évidemment, les jeunes ou moins jeunes, les ONG, les gouvernements, les entreprises. C'est nécessaire de pouvoir impliquer tout le monde dans ces changements, dans ces actions, oui, mais comment est-ce qu'on évite de mourir d'un coup d'un seul sur le plateau, mais surtout, comment est-ce qu'on évite l'impact washing? Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout parfois, ce qui retient aussi la Gen Z, les jeunes, de s'engager, c'est le fait de se dire que certaines entreprises vont peut-être en profiter pour détourner l'attention sur leurs activités premières.
Oui, je pense qu'il peut y avoir du washing dans tous les sens, donc il faut être très attentif. Et puis, il faut développer de l'esprit critique. Je pense que c'est vrai dans n'importe quel type d'enseignement. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental, notamment dans la réflexion et l'enseignement environnemental. Je pense que là, il y a un travail de l'école, mais qui, je pense, est pris vraiment en considération par beaucoup d'enseignants, qui doit se faire assez tôt sur la compréhension de comment est-ce que je vais chercher l'information, comment j'identifie mes sources, qu'est-ce que je fais derrière de l'information, comment je la contextualise. Donc ça, c'est des choses qui, pour nous, sont très importantes aussi à la Fondation Good Planet, dans tous les programmes qu'on développe. Dans le programme dont je parlais, Cap 2030, tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fondamental. Comment est-ce qu'à la fois on donne des clés pour mieux agir, pour se mettre en mouvement, mais aussi comment est-ce qu'on s'assure d'expliquer notamment aux jeunes, donc nous, on cible les 15-25 ans, mais dans le reste de nos activités à la Fondation Good Planet, on travaille beaucoup avec les classes de primaire, par exemple, et c'est vraiment quelque chose de fondamental de se dire comment est-ce qu'on accompagne les enfants et les adolescents à comprendre où ils vont chercher l'information et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc dans Cap 2030, dans les autres piliers qu'on va développer, notamment dans un pilier qui s'appelle les rencontres, où l'objectif c'est de faire des espèces d'événements un peu à la Convention citoyenne pour le climat pour les 15-25 ans, où on va regrouper dans chaque région de France 100 à 150 jeunes. L'idée c'est justement de leur donner des clés de compréhension, de leur dire voilà où est-ce que tu peux aller chercher l'information, comment est-ce que tu développes ton esprit critique, comment est-ce que tu t'assures que tu ne prends pas pour argent comptant toutes les informations qui te viennent, comment est-ce que tu les digères toi-même et comment est-ce que tu en fais ta propre lecture, ton propre récit, et puis comment est-ce que tu t'assures aussi d'échanger avec les autres, d'aller chercher peut-être des informations en dehors de ton cercle. Donc ça passe aussi par le fait de rencontrer des personnalités engagées et inspirantes, qui viennent de tout milieu, peut-être qui viennent justement pas de son milieu propre, de discuter avec d'autres jeunes, encore une fois, qui ne viennent pas du milieu dont on est issu, de créer des projets avec d'autres, de faire du collectif, en fait. Je pense que ce qui est important, et ce dont on a parlé aussi en début d'émission, c'est cette notion de comment est-ce qu'on développe de l'éco-citoyenneté. Et l'éco-citoyenneté, ça passe par la compréhension des enjeux, le développement d'esprit critique, le dialogue avec d'autres et peut-être éviter autant que possible le clivage. Je pense que ça, c'est fondamental. En tout cas, pour nous, c'est fondamental. Et comment faire société malgré ce besoin de changement radical? Je reviens sur ma question de l'impact washing parce que vous n'avez pas tout à fait répondu quand même, Alban. On va essayer d'y répondre avec Nathanaël. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on implique Total Energy dans ce changement radical? Est-ce qu'on implique des grandes marques du luxe dans ces changements radicaux-là aussi? On le fait avec eux ou on ne peut plus le faire avec eux? Alors, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit les ordres de grandeur. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette question des savoirs et d'une maîtrise des savoirs, d'une compréhension du système Terre et d'une compréhension aussi des temporalités de l'urgence dans lesquelles nous sommes, en fait. Puisque, de fait, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on est dans une fenêtre temporelle, mais il faut parvenir à la comprendre, où les activités humaines, aujourd'hui, sont au centre du fonctionnement du système Terre, mais elles ne le sont pas pour une durée illimitée, puisque ensuite un ensemble d'autres sous-systèmes, autres que celui des sociétés humaines, peuvent prendre le relais avec la fonte des glaces arctiques, antarctiques, la disparition des grands ensembles forestiers, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, une mécanique d'emballement prend le relais, et puis les activités humaines ne sont plus au centre du fonctionnement du système Terre, et donc sont comme dépassées par une dynamique d'emballement qui compromet ni plus ni moins la vie humaine en société directement. Donc voilà, il y a des temporalités qui sont courtes. Et ce qui nous revient, donc, c'est à partir des ordres de grandeur et d'une compréhension des temporalités, d'apprendre à juger pour se positionner et juger ce qui se passe. Et de fait, il n'y a pas 1 million de milliards de possibilités. Il y a la nécessité de changer de façon radicale nos modes de vie et de façon radicale organiser autour d'une diminution de la dynamique de croissance dans laquelle nous sommes. C'est complètement consternant d'entendre l'ensemble des partis politiques sur l'échiquier politique nous parler de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il faut le baisser drastiquement. Il ne faut pas donner à chacun la possibilité de griller et consommer et transformer en cendres la planète. Il faut au contraire diminuer le pouvoir d'achat en permettant à chacun de pouvoir vivre. Chacun de pouvoir vivre, c'est en captant l'ensemble des flux financiers pour les consolider dans des
infrastructures qui, à un moment donné, permettent à la vie humaine d'être possible, de se nourrir, de se vêtir et puis de travailler. Donc, mais donc, il y a un ensemble d'entreprises qui sont profondément destructrices du système Terre et il est nécessaire de mettre fin. Et donc, de fait, l'industrie du luxe, c'est du passé. Ça n'est plus possible dans le devenir. Voilà. Et l'ensemble des industries pétrochimiques et des extractions de pétrole, c'est fini. C'est à un moment donné, il faut laisser le carbone là où il est. Et l'ensemble des dynamiques de compensation sont des dynamiques mensongères. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on dit, en fait, on a fait un trajet en avion, puis on va planter des arbres. Oui, mais en fait, les arbres, en ce moment, émettent davantage de carbone qu'ils n'en stockent, au premier rang desquels la forêt amazonienne dans son ensemble. Ça, c'est des éléments de savoir scientifique. Donc, on ne peut pas faire croire aux personnes qu'on va aller mettre du carbone dans un tronc d'arbre qui va dépérir beaucoup plus rapidement qu'il ne dépérissait avant, qui a des risques d'incendie. Et donc, du coup, le carbone qu'on va avoir mis dans le tronc d'arbre, il va repartir dans l'atmosphère. Donc, toutes les dynamiques de compensation, elles sont erronées et mensongères. Donc, il n'y a pas 1 million de milliards de possibilités. Et de fait, il y a tout un tas d'industries qui sont des industries meurtrières pour la vie humaine en société, qu'on doit interrompre. Interrompre comment ? À partir de la délibération démocratique, bien sûr. C'est ça qui est en jeu pour que à jamais la violence ne soit un moyen légitime de l'action. Et on le voit avec vous, évidemment, la question du climat, c'est un tout politique, démocratique, c'est un tout de l'action. On pourrait continuer littéralement cette émission et en faire une deuxième. On va peut-être le faire, tiens, la prochaine fois. Vous reviendrez avec nous pour justement clôturer, faire le bilan de cette COP 27. Je le rappelle, la COP 27 qui s'est ouverte il y a quelques jours à peine en Égypte, à Sharm el-Sheikh, qui se terminera le 18 novembre. On viendra faire le bilan ensemble pour refaire le match du climat. Merci infiniment Alban Godard pour la Fondation Good Planet. Merci infiniment Nathanaël Wallenhorst. On vous lit chez Actes Sud, dans Qui sera la planète. Merci, comme toujours, à Jeanne, qui ne fera plus jamais de chronique sur la mode, parce que c'est terminé. Non, c'était une super chronique. Merci. En plus, dans le bilan, il y a l'effet justement environnemental du numérique et de la mode. Donc, je pourrais en faire une quand même. Donc, on refait le match la prochaine fois et nous, on se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du Futur.